Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Le vent tourne pour Facebook, il est en train de tourner assez salement même. Le réseau social est au cœur d'un scandale aux États-Unis, accusé d'avoir laissé l'accès à des données qui auraient permis de manipuler l'élection américaine. Mark Zuckerberg le patron de Facebook, va peut-être s'exprimer ce soir. On va essayer de faire le point là-dessus aussi. Le titre a perdu 60 milliards de dollars en 2 jours. Le chiffre est juste hallucinant. Et il y a un mouvement qui commence, qui s'appelle Delete Facebook aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Supprimer Facebook en France. C'est un hashtag qui a été lancé et qui vise à vous inciter à quitter Facebook parce qu'on considère que Facebook n'est plus à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Alors, est-ce que vous êtes prêt à quitter Facebook ? Je vous pose la question au 39-21 et on va en parler ce soir. On va essayer de faire le clair sur cette affaire avec Nicolas Arpagian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste en cybersécurité, directeur scientifique à l'INHESJ. C'est cela. J'ai tout dit. Et Axel de Tarlet, éditorialiste évidemment sur Europe 1. Bonsoir Axel. Bonsoir Laurent. D'abord Grégoire Martinez, merci d'être là. Vous êtes le spécialiste numérique de la rédaction d'Europe 1. Qu'est-ce qu'on reproche à Facebook clairement ? Eh bien d'avoir laissé l'accès aux données personnelles de 50 millions d'utilisateurs américains à une société britannique qui s'appelle Cambridge Analytica. Cette société en fait elle a utilisé un questionnaire pour récolter plein de données personnelles sur les utilisateurs du réseau social et après les a revendues à des campagnes électorales et en l'occurrence notamment aux équipes de campagne de Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2016. Voilà, donc Facebook aurait laissé rentrer le loup d'une certaine manière dans la bergerie. En fait c'est un petit peu technique mais ce qui se passe c'est que comme Facebook ne permet pas aux sociétés de récupérer des données à des fins électorales, ils ont contourné la règle en passant par un chercheur, par un universitaire qui lui a proposé à Facebook l'application qui permettait de récolter les données. Était déguisé en exactement, et après ce chercheur a revendu les données à la société Cambridge Analytica. On dit que Mark Zuckerberg a du mal à prendre la parole sur cette affaire et qu'il va s'exprimer ce soir. Alors c'est vrai que l'affaire a commencé samedi. Facebook a annoncé samedi la suspension de l'application qui récoltait les données. Mark Zuckerberg ne s'est pas exprimé. La numéro 2 de Facebook, Sheryl Sandberg, non plus. Il y a eu simplement un communiqué hier soir qui disait qu'il travaillait jour et nuit pour essayer de comprendre ce qu'il s'était passé et prendre les bonnes mesures. On parle de 2015. Exactement. Ils ont été mis au courant dès 2015 et c'est ça notamment qui pose problème. Mais ça y est, Mark Zuckerberg va s'exprimer. Facebook a annoncé que ce serait sous 24 heures, mais ce sera même en fait dès ce soir. Est-ce que Facebook peut mourir ? Je vous pose la question, vous qui êtes spécialiste des réseaux sociaux, Nicolas Arpagian. Une entreprise est un corps social mortel. Donc, est-ce qu'une entreprise comme Facebook peut mourir ? Oui. Ouais. La seule chose, c'est que plus fragile qu'une autre. Au regard de la masse, on parle de 2 milliards d'utilisateurs. Effectivement, ça paraît, en tout cas, ce sera forcément une descente longue et qui exigerait qu'il n'y ait pas de moyens pour revenir à une situation normale. Alors, on a des exemples de précédents d'applications qui étaient à un moment très très populaires. Je pense à MySpace, je pense à Second Life, qui étaient et vous ne pouviez pas être un chanteur si vous n'aviez pas un compte MySpace. C'était absolument un must-have. Vous deviez avoir ça dans votre panoplie numérique. Bon, aujourd'hui, le service perdure, mais il est totalement déserté. Ouais. On voit bien que la hantise de ces entreprises, c'est que les utilisateurs votent avec leur pouce, avec leurs doigts. C'est-à-dire qu'ils décident de ne plus cliquer, de ne plus alimenter la formidable base de données. Muller, qui présente le zapping tous les soirs dans cette émission, disait, moi, Facebook, je m'en vais. Alors, après, il faut qu'au-delà de la déclaration, il faut qu'il passe à l'acte, c'est-à-dire de fermer le compte. En tout cas, il y aura forcément de la déperdition entre ceux qui affirment des positions et puis on le verra dans ceux qui vont justement aller jusqu'à annuler et surtout ne plus ressentir le besoin d'avoir cette connexion quasi permanente, cette source d'information continue. Exactement. Et ça, c'est à eux-mêmes de faire cet effort. Mais oui, ça montre quand même la fragilité de ces indéboulonnables GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Et ça me fait penser à cette phrase de Bernard Arnault qui un jour était assis à côté du patron d'Apple, de feu Steve Jobs, et qui lui avait dit quand même, vous devez être stressé parce que dans 30 ans, je suis toujours sûr qu'on boira du Dom Pérignon étant l'une des marques de LVMH. C'est Bernard Arnault qui disait ça, mais dans 30 ans, je ne suis pas sûr qu'on utilisera toujours des iPhones et qu'on sera toujours sur Facebook. Ça montre bien que ces géants peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Et le fait, ce que vous venez de raconter, en 10 jours, un groupe comme Facebook qui perd 10%, qui perd 60 milliards en bourse, enfin, c'est 2 fois la valeur d'EDF. Faut quand même, c'est inouï. L'action commence à remonter là, ça y est, elle a commencé à remonter aujourd'hui. Donc, et puis ce mouvement Delete Facebook, ça me rappelle Delete Uber, ça avait commencé comme ça. Et suite à Delete Uber, le patron d'Uber, le fondateur, avait sauté.
sauté. Et donc Mark Zuckerberg, qui commence à être critiqué, on le réclame. Il est l'actionnaire principal aussi. C'est le fondateur. PDG, hein. Oui. De même que Talanis, j'ai oublié son nom là. Travis Kalanick. Voilà, le fondateur d'Uber avait sauté. Vous voyez qu'il est réclamé par des politiques aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui veulent sa peau. C'est une passe ça montre difficile. qu'ils sont fragiles. Hein, réaction au hashtag Europe 1 Soir, E1 Soir, comme vous le savez, de par exemple M-Sophie Pochette. J'ai quitté Facebook, dit-elle, cet après-midi. Autre réaction, celle d'Agora Damien. Je pense qu'il n'y a pas que Facebook, faut bien chercher, c'est partout. C'est l'économie de la gratuité. En fait, c'est l'économie de la gratuité. Là, nous avons, et l'opinion publique prend en pleine face l'illustration des déviances, le fait que, en fait, on va collecter l'information et on va surtout la raffiner au sens presque pétrolier. On a une matière brute et on va en faire un produit à valeur ajoutée. La seule chose, c'est qu'on voit bien qu'à chaque fois que vous, alors dans le vocable Facebook, vous likez, vous allez en fait... Quand vous aimez, vous allez mettre un petit cœur sur le réseau. Vous allez en fait apprécier une information, donc la juger de manière positive. On va voir qu'au fur et à mesure que vous allez le faire sur des sujets divers, tout au long de la journée, mais tout au long des semaines et des mois, vous allez dessiner votre personnalité. Mais Facebook vend ça ? Alors exactement. Mon profil ? Ce qui est normal. Attendez, il faut bien qu'à un moment Facebook gagne de l'argent. Donc c'est ça l'argent de Facebook ? Absolument, puisque vous ne payez pas de redevance pour ouvrir votre compte. Il faut bien qu'il vous vend des cartographies, comme d'ailleurs peut le faire un média, une régie publicitaire. Il vend à qui alors ? Il le vend à toute entreprise qui a besoin d'avoir de l'information. Des grands hypermarchés par exemple ? Par exemple, qui va vous permettre de connaître votre âge, vos centres d'intérêt, les sujets qui vous préoccupent. Par exemple, si vous postez des photos de vacances ou si vous avez éventuellement une appétence pour les voitures ou pour tel autre type d'équipement. Simplement, ça fonctionne également sur les sujets de société. Et là, les politiques, alors là, aux États-Unis, ils sont particulièrement friands, sont également demandeurs de personnaliser les messages qui vous seront adressés un par un. Et cette affaire, pourquoi elle fragilise Facebook ? Parce qu'elle montre les dérives et la caricature de ce modèle Facebook avec une entreprise qui contrôle mal ces données, tout ça a été fait à l'insu de Facebook. Hein. Alors qu'il n'est pas totalement victime, il faut quand même, parce que la question est de se dire, qu'avez-vous mis en place depuis Facebook, 2015 on voit, n'arrive pas à garantir le fait que ce soit un bunker. Hein. On a récupéré à son insu 50 millions de profils. Donc Facebook est fragile. Et puis quand c'est pour vendre une machine à laver, ça va. Mais là, on s'aperçoit qu'on a récupéré des profils pour influer sur l'issue de l'élection de la première démocratie du monde, sur le vote du Brexit, parce qu'il y a aussi le même scandale concernant le Brexit. C'est pour ça que les parlementaires britanniques veulent entendre le patron de Facebook. On a des types, on leur dit, qui sont en fait inconséquents, qui ne contrôlent pas leur boîte, et ça influe sur l'issue, le destin politique des États-Unis d'Amérique et de la Grande-Bretagne. C'est pas rien. Donc ces boîtes sont incapables de s'autoréguler, on va les réguler. Eh bien, on va voir comment dans une petite seconde, et vous me dites, dans une petite minute pour être très honnête, et puis vous me dites au 3921 si vous êtes prêt à débrancher, c'est-à-dire à quitter par exemple Facebook parce que vous considérez que le réseau social ne protège pas correctement vos données. À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Êtes-vous prêt à quitter Facebook, comme Benjamin Muller qui l'a annoncé tout à l'heure, comme M-Sophie Pochette qui nous l'a dit tout à l'heure sur le hashtag E1 Soir. Je vous pose la question ce soir au 3921 et on en parle évidemment parce que vous savez que Facebook est dans la tourmente avec Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité, et avec Axel de Tarlet, éditorialiste, vous le savez, sur Europe 1. Comment est-ce que Facebook peut me protéger ou comment est-ce que moi je peux me protéger après tout ? Alors en fait il faut distinguer deux choses. Est-ce que je peux interdire à Facebook d'utiliser mes données et de les Alors revendre ? certes non, parce que c'est le modèle économique. Je vous rappelle que quand vous avez ouvert, si vous avez ouvert un compte Facebook, vous avez souscrit aux conditions générales d'utilisation que j'ai jamais lu, que vous n'avez pas lu. Non, et évidemment. si vous les aviez lus, j'ai cliqué en bas comme tout le monde. Bien sûr, enfin hélas, Oui. évidemment, mais c'est surtout que vous n'auriez eu aucune latitude pour les discuter, les négocier. Et c'est ça déjà qui est particulier, c'est-à-dire les juristes parlent de clauses léonines. Vous savez, quand vraiment la personne qui est en face de vous ne vous laisse aucune chance, c'est vous prenez tout ou rien. Et donc effectivement, on parle déjà des clauses, mais également des mises à jour que vous pouvez recevoir régulièrement. Donc est-ce que Facebook est amené à le faire ? Oui, parce que c'est ce qui nourrit son modèle économique. C'est comme ça que les fabuleuses marges financières qu'apprécient d'ailleurs les analystes financiers, l'ensemble de l'écosystème est financé par l'exploitation, la revente et la personnalisation des profils. Ce profil
profilage qui crée justement toute la fortune de Facebook. Vous bien répondu, non, je ne peux pas m'opposer à ce que vous faites. Non, parce que c'est la contrepartie de la gratuité. Si je me désabonne aujourd'hui. Alors, après, la question va être de dire... Je laisse mes données derrière moi. Alors, effectivement, puisque vous les avez cédées au moment où vous avez créé votre compte, vous n'êtes plus le propriétaire... Oui, le roi est nu. Le roi est nu, d'autant plus que de temps en temps, il est possible que Facebook vous renvoie un message en disant « Dis donc, Laurent, tu ne voudrais pas revenir un peu sur Facebook, tu ne veux pas revenir ?» Et vous verriez que si vous cédiez à cette sollicitation, vous verriez d'ailleurs que votre univers, Facebook, redeviendrait totalement accessible parce que, effectivement, la notion d'effacement est pour le moins discutable. En tout cas, on est bien dans cette logique où le financement vient de l'exploitation de vos données. Cédric Brûlé sur le hashtag E1soir, ça marche. Hein, quand on parle des réseaux sociaux, les hashtags se réveillent, vous avez vu. Voler mes données, ok, mais pourquoi faire? J'ai rien particulier à cacher, donc je reste. Bon, il n'a rien de particulier, on sait tout sur lui, on sait... vous connaissez cette histoire, Facebook arrive avec toutes les données que vous laissez, à savoir avant vous ce que vous allez faire, ce que vous allez aimer, ce que vous allez acheter. Donc maintenant, les publicitaires, tout l'argent de la publicité, vous savez que l'argent volontaire, c'est pas un sujet, c'est ça. Ce que dit Cédric Brûlé, c'est finalement... Il n'y a pas de vol, il n'y a pas eu de vol. Non, il n'y a pas eu de vol. Les annonceurs font plus de pubs sur Google et Facebook qu'à la télévision. La régie publicitaire de TF1 a été dépassée par la régie publicitaire de Google et Facebook. Et comment ça marche, les régies publicitaires de Google et Facebook? C'est parce qu'ils arrivent à vous orienter. Si vous voulez apparaître d'abord sur Google, il faut payer. Ensuite, Facebook va vous dire, lui, je sais qu'il veut acheter une voiture, puisqu'il a cherché typiquement des questions du type qui va acheter une voiture. Ce qu'on a décrit dans une émission précédente, d'ailleurs, avec vous également, comme étant l'algorithme Amazon. C'est le même système. L'algorithme Amazon, exactement. Oui. Vous vouliez intervenir, Grégoire Martinez. C'est vrai qu'il y a un point important sur lequel il faut revenir. Les données n'ont pas été volées effectivement à Facebook puisque les utilisateurs ont accepté de les donner à cette application, sauf qu'ils ne savaient pas à quoi elle servirait. Ils pensaient que ce serait pour des recherches universitaires et aucunement pour servir dans une élection présidentielle. Bonsoir Benjamin, vous nous appelez au 39 21 depuis Lille, ingénieur en informatique. Oui, c'est ça, exactement. Je travaille dans le traitement des données des entreprises. Vous tombez bien. Je voulais réagir à votre émission que je trouve très intéressante et effectivement le sujet devrait être levé un peu plus souvent par les médias. Ce que je voulais réagir, c'est aujourd'hui on parle du cas Facebook et de la collecte des données et la collecte des données par des fins non intéressantes, des fins privées. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui des géants, donc ce qu'on parle de GAFA comme Google, font ça depuis de nombreuses années. Les gens ne sont pas forcément au courant. Et Facebook, on a le choix de pouvoir se connecter ou pas à l'application. Par contre, Google, aujourd'hui, on est obligé, par la force des choses, d'avoir un smartphone, d'avoir des applications, de s'inscrire avec son compte Gmail, de recevoir ses mails. Et tout ça, ce sont des services qui sont gratuits en apparence. Mais quand le service est gratuit, le produit, c'est nous. Autrement dit, c'est jamais gratuit. C'est intéressant ce que vous venez de dire. Quand le service est gratuit, le produit, c'est nous. Exactement, c'est exactement cette phrase qui est reprise dans beaucoup de médias informatiques. Et aujourd'hui, Google collecte des données de façon énorme et de façon démentielle sur les gens. Il n'y a qu'à voir, il y a des petites astuces comme aujourd'hui, si on a un compte Google, on peut aller voir sur Google My History. Si on recherche ça dans Google, d'ailleurs c'est assez rigolo, mais si on recherche son historique dans Google, on peut voir dans toute notre journée, notre activité, où est-ce qu'on a mangé, dans quel restaurant on a mangé, ce qu'on a fait à des heures précises, etc. Et ça, c'est très très inquiétant. C'est vraiment très très inquiétant. Merci Benjamin de votre appel depuis Lille. Encore des messages sur le Twitter hashtag E1soir. Les jeunes n'utilisent plus Facebook mais Snapchat parce que les messages y ont une durée de vie limitée. Alors en tout cas ça c'est l'illustration aussi du péril de la ringardisation. Vous voyez par exemple le fait que la jeune génération, la qualificatif de jeune étant évidemment discutable, mais celle qui a 17, 16, 18 ans ne va pas sur Twitter. Pourquoi? Parce que Twitter, il faut écrire et en tout cas en grande masse n'est pas sur Twitter. En plus, d'ailleurs, on est passé de 140 signes à 260. Certes, mais 280. Manifestement, c'est justement considéré presque comme un obstacle. Ouais. Et donc, on voit bien que, quand j'évoquais tout à l'heure le risque de ringardisation, la hantise d'un Facebook, c'est effectivement que ce phénomène déjà d'usure naturelle soit amplifié par une défiance. Et donc, il a bien conscience qu'à un moment, quelqu'un peut devenir plus à la mode, plus à l'écoute des vrais usages et des vraies intentions. Mais le fait qu'un message ait une durée de vie limitée, ça nous protège. Non, parce que des applications existent éventuellement pour capter les images. Oui, parce que les gens étaient plus à même
capable de faire des photos qui étaient un peu plus olé, dirons-nous. Et donc, ça a été évidemment la nature a horreur du vide. Et donc, quelqu'un a créé un système pour message pour Fabrice 78 630. Un dernier mot, Axel. Oui, mais moi, je suis ravi qu'on fasse cette émission. Il y a 3 jours, quand c'est arrivé. Non, mais quand c'est arrivé il y a 3 jours, on s'est dit, mais quoi de neuf? Je me suis dit, finalement, on apprend que des choses qu'on savait déjà, que les GAFA utilisent nos données. Mais ça montre que les GAFA se comportent comme des pirates depuis plusieurs années, des pirates en exploitant à notre insu nos données, notre vie privée, des pirates en ne payant pas leurs impôts. Et tout ça, on s'aperçoit que les politiques, les régulateurs sont en train de se dire, c'est plus possible, les pirates vont devoir rentrer dans le rang. Parce que Bruxelles, vous y faisiez allusion à l'instant, Bruxelles a adopté aujourd'hui l'idée d'une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires de ces GAFAM. Et nous avons sacralisé, l'Europe a sacralisé la protection des données personnelles, donc il va falloir certainement à terme rendre des comptes dans ce domaine. Merci Nicolas Arpagian d'avoir été avec nous, expert en cybersécurité. Merci Axel, à demain matin, évidemment, sur l'antenne d'Europe 1, 7h50 comme tous les matins, et Grégoire Martinez, toujours précieux, le spécialiste numérique d'Europe 1.